Aujourd'hui, 8 mars, la communauté internationale célèbre la femme plutôt, et nous allons aussi la célébrer sur ce plateau. Nous vous proposons un plateau tout au féminin des femmes qui se battent énormément pour se faire entendre leur voix et leur avis. Vous les aurez tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Le temps qu'il fera demain, on le découvre d'abord dans la météo. Voilà le grand rendez-vous ce soir, ces 4 rubriques de nature et bien-être. Nous allons parler du rôle de la femme dans l'hygiène et l'assainissement de notre cadre de vie. Le mois de mars est le mois de la femme et durant ce mois, les débats sont tournés vers les droits des femmes. Avec le combat des dirigeants et des femmes elles-mêmes, des défis restent-ils à relever? Notre experte du jour nous en parle. Eh bien, les efforts restent à fournir. Certainement, elle nous le dira davantage dans un instant. Horizon Culture ce soir reçoit pour vous une femme qui est dans le domaine du cinéma, Christiane Chabicao. Avec elle, on parle de la touche féminine dans le cinéma. Avec beauté au pluriel, nous allons parler de comment prendre soin de son corps pour vieillir en beauté. Ce jour, toutes les femmes sont à l'honneur, les femmes du 3e âge aussi et des femmes beaucoup plus jeunes. On vous apprend comment prendre soin de votre peau. Ce sera avec Figencia Routondi dans un instant. Et puis le grand rendez-vous, ce n'est jamais sans la dernière édition du journal. Nadège Soni est déjà là pour le 19h45. Bonsoir Nadège. Bonsoir Agnat Bello et bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi Nadège. On vous laisse pour la présentation des titres. On vous rejoint après. Merci à vous Agnat Bello. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et pour marquer le coup de cette célébration, les femmes se mobilisent pour l'éradication des sachets plastiques. On ira dans cette édition à la découverte de cette femme modèle d'une entreprise réussie. C'est une jeune entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture qui réclame des savoir-faire très spécifiques. Et enfin, on fera le bilan de la participation du Bénin à l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la délégation étant revenue avec le premier prix du film d'école. Merci à vous Nadège Soni. Le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau peut s'installer à présent. Nature et bien-être. Nature et bien-être ce soir s'intéresse à l'hygiène et à l'assainissement, l'implication de la femme. Et avant, nous vous proposons de suivre ce commentaire sur image réalisé par Cécile Roudet. Des latrines en mauvais état. Ces images reflètent le manque d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie dans certaines localités du Bénin. En 2017,
Les données du ministère de la Santé révèlent que 87% des populations pratiquent la défécation à l'air libre. C'est un problème de santé publique unanimement reconnu. Autant ce constat reste le même dans les milieux urbains. Et pourtant, pour solutionner ce problème environnemental, l'Organisation mondiale de la santé propose une série de comportements à adopter, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, la construction d'ouvrages d'assainissement et la consommation d'eau potable. Dans le cas du Bénin, une politique d'assainissement est adoptée dans plusieurs villes. Elle consiste, entre autres, à doter plusieurs villes de structures de pré-collecte et de collecte des déchets ménagers. Également, une police environnementale est formée et déployée sur le terrain pour sensibiliser au respect des règlements en vigueur. Le Bénin, à l'instar des autres, accorde un intérêt particulier aux problèmes d'hygiène et d'assainissement en Afrique. C'est la raison d'être du sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement Africa-SAN. Il tient lieu tous les 4 ans. Cette année, la 5e édition a eu lieu en Afrique du Sud, avec pour principal objectif des actions plus fortes pour endiguer définitivement les problèmes d'hygiène et d'assainissement. Voilà, ce soir, donc, nous nous intéressons à l'hygiène et à l'assainissement, l'implication de la femme. Nous recevons pour vous Yadide Adisso Dagbedo. Elle est spécialiste des questions d'eau et assainissement. Bonsoir. Madame la journaliste, et bonne fête de la femme. Bonne fête de la femme à vous et autour de vous. C'est un Merci. plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Donc, avec vous, on s'intéresse à un aspect très particulier de la femme. Parce que souvent, quand on parle d'hygiène et d'assainissement, les femmes sont au-devant de la scène. Dites-nous un peu, pour vous, est-ce que cette implication de la femme est toujours actuelle? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Effectivement, cette implication de la femme est toujours d'actualité parce que vous savez, quand on parle de l'hygiène et de l'assainissement, ce sont les femmes qui sont au cœur de ce processus et dans nos maisons, partout dans les communautés. Sans la femme, nous n'avons pas les lieux assainis, nous n'avons pas d'hygiène autour des maisons. Alors, pas d'hygiène autour des maisons sans la femme. Est-ce que la femme aujourd'hui, quand on parle d'hygiène et assainissement, elle ne se résume qu'à ça? C'est seulement autour de chez elle? L'hygiène et l'assainissement démarrent d'abord là où on vit, à la maison. Maintenant, sur les lieux de travail, dans les marchés, partout où la femme intervient, je pense qu'à tous ces endroits, nous devons parler d'hygiène et d'assainissement. D'accord. Revenons maintenant à vous. Qu'est-ce que vous faites comme activité dans le sous-secteur d'hygiène et de l'assainissement? Je dirais d'abord que je coordonne d'abord un programme qui s'occupe de l'hygiène et de l'assainissement, qu'on appelle PAFI, le programme d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement en milieu rural. Donc, au sein de ce programme, nous faisons beaucoup plus des activités liées à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base. Nous avons plusieurs approches qu'on utilise pour la mise en œuvre de ces stratégies, notamment l'assainissement total piloté par la communauté, la promotion de l'hygiène de l'eau de boisson, la promotion de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène domestique. Et on fait aussi de la communication pour un changement de comportement et des activités liées au marketing de l'assainissement. Comment faire pour que les communautés installent elles-mêmes les ouvrages et améliorent les ouvrages pour pouvoir avoir quand je parle d'ouvrages, c'est beaucoup plus les latrines et les équipements d'hygiène pour se laver les mains à l'eau et au savon. Alors, être propre, se rendre propre, ça, c'est la femme au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes à qui vous vous adressez comprennent un peu ce langage que vous leur parlez? Tout à fait. Nous intervenons en milieu rural et je pense que les femmes sont au cœur de notre dispositif. Nous n'oublions pas surtout les hommes, mais la porte d'entrée, on commence par les femmes. Et dans les communautés où nous intervenons, nous avons remarqué que les groupements de femmes qui existent dans ces communautés sont très actifs et nous permettent d'atteindre les résultats. Alors, ces résultats, comment est-ce que vous les atteignez justement? Votre collaboration avec ces femmes, comment est-ce qu'elle se passe? En termes de collaboration avec ces femmes, je vais peut-être expliquer un peu comment nous
nous évoluons. J'ai dit tantôt que nous mettons en œuvre l'assainissement total piloté par la communauté. C'est-à-dire quoi? Vous savez, depuis des années, nous avons la subvention des latrines qui a toujours existé. Mais depuis 2013, le gouvernement béninois s'est doté d'une stratégie nationale et cette stratégie promeut la construction des latrines par les ménages elles-mêmes. Donc nous faisons des déclenchements, nous suscitons le dégoût chez la communauté en leur montrant qu'ils ingèrent leur propre caca. Je vais aller directement au mot. Aujourd'hui, c'est la fête, hein, on va pas trop vous choquer, ne vous inquiétez pas. Et il faut le dire, nous utilisons cette stratégie et les gens comprennent réellement, on ingère involontairement ce que nous rejetons. Et prennent la décision de construire elles-mêmes les latrines sans aucun apport du programme. D'accord. Mais le programme met en place les facilitateurs. On facilite pour que les ouvrages se construisent et ça soit utilisé et entretenu. D'accord. Donc, la plupart du temps, quand vous allez vers ces communautés-là, c'est encore sur les femmes, vous vous appuyez pour que le message puisse passer. On s'appuie sur les femmes, on s'appuie sur des groupements. S'il y a des groupements organisés dans la communauté, ça peut être des groupements mixtes, des groupements de jeunes. Mais là où il y a des groupements de femmes qui sont vraiment actifs, et nous avons plus facilement les résultats. D'accord. Vous conduisez aussi un projet spécifique, un projet de lutte contre la défécation à l'air libre, un projet qui couvre 5 départements du Bénin. Comment se déroule un peu la mise en exécution de ce projet-là? Ok. Et le PAFI que j'ai présenté tout à l'heure intervient dans 4 départements, dans les départements de la Takora, du Borgou, des Collines et de la Donga. Donc, je viens de dire tantôt que c'est la stratégie qui est mise en œuvre, la stratégie. C'est-à-dire de la stratégie à l'acte, la mise en exécution. Oui. Comment est-ce que cela se fait sur le terrain? Ok. Nous avons des ONG qui sont recrutées. Voilà. Et les ONG ont des animateurs que nous appelons facilitateurs qui interviennent dans la communauté et assurent le déclenchement de la communauté. Et suite à ce déclenchement, il y a des étapes par rapport à tout le processus pour pouvoir mettre fin à la défécation à l'air libre. Actuellement, nous avons démarré en 2015. C'est un programme de 5 ans. Et nous avons dans les 4 départements 3989 localités qui ont déjà mis fin à la défécation à l'air libre. Donc pour vous, le but est presque au bout du tunnel. Nous sommes à 50% de nos objectifs et nous pensons poursuivre encore jusqu'à l'année prochaine pour atteindre les objectifs et avoir des communes rurales entièrement qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Mais pour vous, est-ce que c'est un projet atteignable véritablement? Tout à fait, c'est un projet atteignable, mais nous devons beaucoup plus travailler sur la durabilité des acquis. Parce que nous aurons des résultats, certes, mais les résultats seront fragiles si nous n'avons pas les communes qui sont les maîtres d'ouvrage en matière d'hygiène et d'assainissement. Pour vous accompagner. Pour nous accompagner et poursuivre après le programme. Le bailleur est là pendant 5 ans maximum, mais une fois que le bailleur influe ce dynamisme, il faut nécessairement que les communes prennent la relève. Donc c'est vraiment le grand défi, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce qu'on se rend compte que dès que le programme ne met pas suffisamment de ressources, ça ne démarre pas au niveau de la commune. Et nous travaillons sur ces défis-là pour voir ensemble avec les communes et même avec les préfets, même au niveau national, comment faire pour que l'hygiène et l'assainissement soient priorisés dans les budgets alloués à ces communes. D'accord. Vous étiez en Afrique du Sud il y a quelques jours. Vous avez pris part justement au sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement. Quelles sont les recommandations à l'issue de cette grande rencontre? Nous avons 2 grandes recommandations à l'issue de cette rencontre. Et la première recommandation, c'est d'accroître la visibilité de l'hygiène et de l'assainissement dans les programmes de développement. La seconde recommandation aussi, c'est de promouvoir l'excellence et l'innovation en matière d'initiative.
audacieuse qui inspire l'action des gouvernements. Donc, vous voyez un peu, tant qu'on n'a pas une priorisation au niveau de l'hygiène et de l'assainissement, on ne peut pas accroître la visibilité de l'hygiène et de l'assainissement. Et à cet effet, il y a les acteurs, au terme des débats, qui ont émis l'idée, ils ont décidé de faire un plaidoyer à l'endroit de l'Union africaine pour que l'Union africaine progressivement insère dans les grands projets de développement l'hygiène et l'assainissement. D'accord. Qu'en est-il du Bénin? Est-ce que nous sommes encore très loin de ces recommandations-là ou bien nous étions déjà dans la dynamique avec ces recommandations? Nous n'aurons peut-être qu'à nous réajuster. Bon, je dirais qu'on va se réajuster, c'est vrai, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'actuellement, le profil institutionnel de l'hygiène et de l'assainissement de base au niveau du ministère de la Santé est vraiment bas. Et je pense que si ce profil institutionnel est relevé, on pourra accroître la visibilité de l'hygiène et de l'assainissement de base. Et ensuite, toujours au ministère de la Santé, vous savez que l'hygiène et l'assainissement de base est au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé. Donc, de mon humble avis, je vois que ce sous-secteur n'est pas encore une priorisation pour le ministère de la Santé. Si on voit un peu le budget de 2019 alloué à ça, nous sommes à 1% du budget global du ministère de la Santé, ce qui est alloué à l'hygiène et à l'assainissement de base. Donc pour vous, il faudrait qu'on en fasse davantage. Hein? On en fasse davantage pour pouvoir relever le défi et accroître la visibilité du sous-secteur. Merci à vous, Madame Yadide Adisoda Bedo. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, je tiens mes promesses, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Je vous ai promis de vous présenter que des femmes fortes qui travaillent pour la communauté d'une rubrique à une autre. Nous passons à présent à Beauté au pluriel. Voilà, ce soir, nous vous présentons quelqu'un qui nous aide énormément ici dans les studios de BB24. C'est grâce à elle que nous sommes ravissantes au plateau et nous faisons tout pour vous faire plaisir à travers notre image. Ce soir, elle est sur le plateau de Beauté au pluriel avec Fulgencia Routondi. Vous allez la voir après, c'est sûr, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage qui nous parle un peu, ce commentaire sur image plutôt, de Fulgencia Routondi qui nous parle un peu des soins de beauté qu'il faut pour ralentir le vieillissement de la peau. Prendre soin de son corps est un rituel pour bon nombre de femmes. Il est un moyen de réduire et diminuer le risque du vieillissement précoce de sa peau. À chaque étape de la vie, la peau change et il faut s'adapter à son évolution. Pour la beauté du corps, il est nécessaire de lui apporter des soins appropriés. Les premiers signes de l'âge peuvent être favorisés par certaines mauvaises habitudes. Une bonne routine de soins de la peau permet de prévenir les changements de la pigmentation, les rides et les ridules qui apparaissent sur le corps. Face aux agressions extérieures et au rythme de vie quotidien, il est recommandé de nettoyer sa peau en profondeur. L'hygiène corporelle permet de se débarrasser des impuretés. Dormir avec les résidus de maquillage sur la peau n'est vraiment pas recommandé, cela favorise le bouchage des pores de la peau, ce qui engendre aussi un vieillissement précoce. L'utilisation de produits cosmétiques adaptés permet d'hydrater et de prévenir certains signes visibles du vieillissement de la peau. Quelle que soit la couleur de la peau, le premier facteur déterminant dans le choix d'un produit de beauté est le type de peau auquel il est adapté. Comprendre les signes du vieillissement permet de déterminer l'état de santé de la peau. Elle permet également d'éviter des problèmes de peau, d'éviter des odeurs corporelles désagréables et de limiter le risque de transmission de maladies. Voilà, ce soir, nous recevons Patricia Ahwadi Atigbe. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Vous êtes esthéticienne, notre esthéticienne maison ici à BB24, comme on aime si bien le dire. Et c'est Fulgencia Routondi qui a su vous dénicher. Fulgencia, bonsoir. Ah oui, bonsoir Agnès. C'était pas facile, mais quand même, elle a accepté. Merci beaucoup, Madame Patricia. Je vous en prie. Aujourd'hui, vous savez, Agnès, c'est le 8 mars et nous célébrons la femme.
Et pour cela, nous avons choisi de parler d'une catégorie de femmes et qu'on oublie souvent, les femmes de troisième âge. Les femmes qui ont de 40 à plus, les vieilles. Voilà. Et nous allons parler de comment vieillir en beauté. Alors, Patricia Akwadi, dites-nous, est-ce possible de vieillir de nos jours et en ayant une peau fraîche et douce? Merci. Et rebonjour aux téléspectateurs. Bien sûr qu'on peut vieillir en beauté, en ayant une peau fraîche et douce. Pourquoi? Quand on respecte son type de peau et les produits qu'on lui applique. Ah oui, vous venez de parler de type de peau. Quelles sont les types de peau que nous avons? On a déjà la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, la peau normale. La peau normale, c'est pas souvent évident parce que c'est la peau de bébé. Mais quand vous entretenez bien votre peau, elle peut tendre vers la peau normale. Et que faut-il faire alors pour déceler le type de peau que l'on a? Il faut passer en institut. L'esthéticienne vous dira le type de peau que vous avez parce qu'il y a quand même certains critères qui le déterminent. Donc, ce n'est pas toujours facile pour des ignares comme nous de savoir tout de suite en regardant ma peau. Non, j'ai une peau grasse, non, j'ai une peau sèche. Non, pourtant, j'ai une collègue ici, elle dit souvent j'ai une peau sèche. Hein. Je ne sais pas si c'est un institut, on le lui a dit. Non, elle peut avoir la sensation d'avoir une peau sèche. D'accord. Mais non, on peut avoir une peau sèche sur le corps et une peau différente au visage. Ah, donc, ce n'est pas parce que vous avez une peau sèche sur le corps que vous dites que vous avez une peau sèche au visage, non. Vous pouvez avoir une peau sèche, mixte ou grasse au visage et avoir une peau normale sur le corps. D'accord. Okay. Donc, il faut faire un tour dans votre institut, par exemple, pour être sûr du type de peau que nous avons. Et quelles sont les attitudes à adopter pour vieillir en beauté? Alors, le secret d'une belle peau, c'est déjà le démaquillage. C'est le démaquillage. Et quand on parle de démaquillage, ce n'est pas nécessairement celle qui se maquille qui se démaquille. Pour se démaquiller, déjà, on se démaquille pour enlever la pollution, la poussière, l'excès de sébum, puis le maquillage. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait de se maquiller qui nous donne droit à aller au démaquillage? Non, pas du tout. Je viens de dire qu'il faut enlever la pollution, la poussière, l'excès de sébum et le maquillage. Maintenant, vous vous démaquillez 2 fois par jour, matin et soir. Vous me direz pourquoi le matin, on vient de se réveiller, on n'a pas traversé tout ça. Non, on se repose, mais l'organisme ne se repose pas. Donc il y a des sécrétions dans la nuit. La sécrétion sébacée continue. Donc, dans la journée, le matin, quand vous vous réveillez, vous finissez votre toucher, tout ça, vous vous démaquillez pour enlever le sébum qui a été sécrété la nuit. Et là, après ça, quand vous vous maquillez, c'est plus net. D'accord, mais c'est contraignant, hein, se démaquiller le matin, se démaquiller le soir. Pour des femmes fortes qui sont tout le temps parties, est-ce que ce n'est pas parfois peu évident? Non, pas du tout. C'est un geste très rapide. En 5 minutes, vous avez fini de vous démaquiller. Vous pouvez préférer un gel nettoyant moussant que vous utilisez dans la douche, par exemple, et après, il ne reste que la lotion tonique pour tonifier votre peau. En 5 minutes, vous avez fini avec le démaquillage. D'accord. Et le problème que nous rencontrons souvent, nous femmes, c'est le choix des produits que nous utilisons. C'est vraiment pas facile d'aller vers tel produit et de le choisir. Comment faire? Déjà, c'est vrai que tout n'est pas noté dans les ingrédients, mais il faut déjà aspirer à l'hydratation de sa peau. Parce que quand une peau est bien hydratée, elle est éclatante. Donc, il faut aller vers les produits hydratants que d'aller vers les produits dépigmentants. Voilà. Quand vous abîmez votre peau à la base, vous ne pouvez pas espérer mieux plus tard. Donc, pendant qu'on est jeune, quand on se dépigmente la peau, là, c'est joli, c'est clair et tout ça, mais après, ça nous rattrape. Donc, le travail se fait dès la base. D'accord. Il faut éviter de... Donc, pour vous, déjà, tous les teints se valent. Ce qui est important, c'est de savoir l'hydrater. Voilà. Quand vous l'hydratez bien, elle brille, elle est belle, elle est éclatante. Et vous savez, il y a souvent des parties du corps là qui sont tellement difficiles. Comment faire pour ces parties-là? Il y a des soins adaptés. Les parties, vous voulez parler des genoux, des coudes. Voilà, il faut faire des gommages. Des entrecuisses aussi, hein, ah oui, parfois, c'est vrai. Oui. Ah oui, parce que ça, on le remarque. Hein. Si. C'est un institut, c'est encore l'esthéticienne qui voit tout ça. On est là pour ça. Donc, c'est sûrement pour le réparer. Donc, ces endroits-là, il faut nécessairement faire des soins. Il faut faire des gommages. Vous pouvez faire des gommages maison, faire des gommages de temps en temps, 1 fois par semaine. Faites un gommage même naturel avec le sucre et le miel.
Vous n'avez pas besoin de produits cosmétiques nécessairement. Et c'est à quel type de fréquence on peut faire ces soins-là? Est-ce qu'il faut le faire matin et soir ou bien une semaine ou enfin, pendant un mois? Non. Sur le corps, vous voulez dire, sur ces Oui, parties-là, oui, vous pouvez oui. faire 2 fois par semaine. Ok. 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça dépend de la fragilité de votre peau. C'est vrai que les parties là semblent rugueuses, mais il ne faut pas aller trop fort, au risque de l'abîmer. Et pour celles-là qui ont des imperfections au niveau du visage, qu'est-ce que vous leur conseillez souvent? Bon, pour les imperfections, vous savez, les produits cosmétiques n'enlèvent pas tout. Vous pouvez avoir les produits cosmétiques qui vous arrangent, mais il faut nécessairement au moins 1 fois par mois passer en institut pour faire un soin approfondi. Ça, c'est nécessaire. Vous passez en institut. Pourquoi? C'est pour déboucher les pores. Parce qu'en institut, on ne fera pas que gommage et masque. En institut, on va vous faire la vapeur et on fait l'extraction des comédons. C'est pour déboucher les pores. Ah, c'est pas ce qui fait mal, là? Ah non, ça ne fait pas mal. L'extraction des comédons, je me rappelle très bien, hein, vous l'avez fait une fois devant moi. Vous utilisez une machine, là, une aiguille. Bon? Oui, mais... Non, c'est mais pas une allez, arrêtez, aiguille. vous allez Puis faire peur entendu. aux dames, Non, là. mesdames et messieurs, ça fait du bien à la peau, mais je vous assure que c'est pas gentil. Hein. Ça fait pas mal. C'était le tir. Vous voulez parler du tir comédon? Voilà le tir comédon. Oui, ça fait juste un peu mal, mais bon. À choc pelé, zo pelé. Comme on le dit, on en revient toujours à ça. Il faut souffrir pour être belle. Ah Hein. oui. Et quels sont les types de soins que nous avons en institut? En institut, on a des soins pour jeunes, on a des soins anti-acné, des soins pour les peaux à problème, on a des soins anti-âge. Anti-âge, c'est souvent les soins anti-rides. Voilà. Donc, quand je parle de soins de visage, hein, il y a des soins tonifiants, des soins hydratants. Voilà. Pour le corps aussi, il y a des gommages du corps, des soins pour embellir, pour lisser, pour donner de l'éclat. Voilà. Quand vous faites des gommages régulièrement à votre corps et vous l'hydratez, vous avez de l'éclat. Vous n'avez pas besoin de produits éclaircissants nécessairement. Et là, on est sûr de vieillir en beauté. Voilà. Et quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes dames-là qui ont envie de vieillir en beauté? Pour vieillir en beauté, je dirais aussi que ce n'est pas seulement les soins, il y a aussi l'intérieur, ce que nous mangeons. Mangeons sain, faisons du sport et respectons les soins, les rendez-vous des soins. Voilà. C'est-à-dire, si on vous dit de venir dans un mois, ne revenez pas 6 mois après. Ah non. Mais nos parents ne faisaient pas tout ça et pourtant ils étaient magnifiques. Si, nos parents avaient leur secret. Hein. Mais justement, vous en connaissez peut-être, partagez avec nous, faites dans le partage de connaissances. C'est les produits naturels. Les produits naturels, c'est pour faire le gommage, le masque, elles avaient quand même le calabar. Et le secret, c'était le beurre de karité. Le beurre de karité, l'huile de coco qu'elles mettent pour dormir, tout ça, ça hydrate. Mais vous savez, madame, ce que les dames disent souvent, c'est le prix, c'est pas abordable, c'est pas à toutes les bourses. Oui. Les soins, tout le monde ne peut pas se le permettre. Hein. C'est vrai, mais 1 fois par mois, quand même, on peut faire son programme. Okay. Quand c'est une priorité, faites-en une priorité et vous pouvez le faire. Et quand vous décidez de vous offrir un pain, vous ne le ratez pas. Ah, d'accord. Hein. Donc on comprend. Si on se met dans la comparaison tout de suite, là, je vous vois venir, hein, pas tester. Il ne faut pas nourrir seulement son ventre, hein, il faut nourrir aussi la peau. Sa peau. La peau a besoin d'entretien. Oui. D'accord. Alors, le secret d'une bonne vieillesse se trouve donc dans les soins qu'on accorde. Dans l'alimentation? Oui, dans l'alimentation. Ça aussi, c'est important, ce qu'on mange. Oui. Et il faut faire du sport pour donner de la fermeté. D'accord. Un repas conseillé pour une bonne peau, tout de suite, ou un fruit. Ah, il faut manger beaucoup de fruits. Il faut manger beaucoup de fruits. Les fruits de saison, ce que nous avons. Ce qu'on a déjà. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre du kiwi ou... Surtout pas le kiwi, hein, on ne le retrouve pas à tous les coins de rue. Donc, les fruits de saison, ce qu'on retrouve chez nous, contentons-nous de ça. D'accord. Voilà, de l'ananas, de la banane, l'orange. Oui, c'est déjà bon. La mangue aussi. Voilà. Et l'avocat aussi est très riche. L'avocat, on le mange ou on le met? Parce que je vois d'autres qui le mettent aussi sur le visage. C'est très bien pour les soins anti-rides, l'avocat. Okay. Voilà, j'espère que celles qui doivent entendre ont entendu. L'avocat, c'est très bon pour les soins anti-rides, pour enlever les petites ridules et les rides. Eh bien, Aliata, on va revenir la semaine prochaine sur les types de soins que nous avons.
Merci à vous d'abord à Patesté qui nous a honoré de sa présence sur ce plateau, à Fugesia Routonji pour le choix du sujet. C'était très intéressant ce plateau. Merci pour les astuces partagées, mesdames et messieurs. Nous passons à présent à une autre rubrique et comme je vous le dis, ce soir, on n'est qu'avec des femmes. On va dans Horizon Culture. Voilà, ce soir, nous parlons du cinéma au Bénin. Nous nous intéressons à la touche féminine. Mais avant de recevoir notre invité sur ce plateau, je vous invite à suivre cette interview de Sandra Adjaro sur la place de la femme dans le cinéma. Dans la production, elle est présente du début jusqu'à la fin. Sa présence se fait beaucoup plus remarquer et comme comédienne, parce que là, on les voit plus. Mais beaucoup de femmes sont des techniciennes. Beaucoup de femmes sont des cadreurs, beaucoup de femmes sont des monteurs, beaucoup de femmes sont des ingénieurs de son, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont toujours derrière la caméra. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de s'insérer dans ces métiers qui sont souvent occupés par les hommes. C'est très difficile à la femme d'avoir vraiment accès au financement parce que c'est compliqué. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce domaine. De deux, il y a des difficultés qui se rencontrent sur les plateaux de tournage parce que souvent on ne s'entend pas, parce que nous, notre manière de penser n'est pas la même que pour les hommes. Donc il y a souvent accrochage sur les plateaux de tournage. Et puis le reste, c'est bon, la femme est ce qu'elle est et elle est une femme très sensible. Contrairement aux hommes, parce que nous ne pouvons que les comparer souvent aux hommes, elle est très sensible, donc sa manière de percevoir les choses, de voir les choses, sa manière surtout de penser et d'agir sont vraiment différents des hommes, donc ce qui crée souvent des problèmes. Mais comme je le dis surtout, je pense qu'avec beaucoup de persévérance et de courage, elles finissent toujours par y arriver. Ce soir, nous recevons Christiane Chabi-Kao. Elle est réalisatrice et avec elle, on s'intéresse au cinéma au Bénin. On parle de la touche féminine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, donc avec vous, nous allons parler un peu du cinéma au Bénin, la place de la femme, Jennifer Sativi. C'est ça, Agnès Bello. Bonsoir et bonne fête de la femme. Merci à vous. Bonne fête à vous également. Merci vous rayonnez, beaucoup. Ça se voit que comme vous êtes à l'honneur. Merci bien. Et on a fait l'option du bleu apparemment. Tout le monde est en bleu ce soir. Une belle coïncidence. Voilà, donc on s'intéresse à la place de la femme au niveau du cinéma. Dites-nous-en un peu plus. Donc les femmes s'intéressent beaucoup plus au cinéma. C'est ce que nous dit l'interview que nous avons fait à Sandra Adjaro. Donc c'est pour ça que nous recevons Christiane Chabi-Kao. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que ces temps-ci, les femmes s'intéressent beaucoup plus au métier cinématographique? Oui, je suis du même avis que Sandra Adjaro, que je connais bien, qui est une collègue. Il y a un engouement certain pour le cinéma de la part des femmes, pas seulement au Bénin, mais dans le monde entier. Parce que le milieu cinématographique a longtemps été un milieu typiquement masculin. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes s'approprier ce milieu-là, faire des formations. Et quand on sait qu'il y a une cinquantaine de métiers de cinéma sur un plateau, pendant longtemps, les actrices étaient celles qui étaient tolérées dans ce milieu très masculin. Et aujourd'hui, on voit que tous les métiers sont investis par les femmes. Les auteurs de métiers aussi sont pris d'assaut. On a des scénaristes, on a des réalisatrices, des productrices, des scripts. Il y a des techniciennes son, techniciennes images. Il y a des régisseuses, il y a vraiment de tout. Okay, donc vous avez parlé de 50 métiers. Et dans tous ces métiers, nous retrouvons beaucoup plus de femmes. C'est-à-dire que le milieu est toujours très masculin, mais les femmes commencent à avoir accès à ces métiers-là. Et qu'est-ce qui explique cet engouement? Alors, ce qui explique cet engouement, c'est que pendant longtemps, les femmes ne se sont pas intéressées aux métiers techniques, c'est-à-dire aux métiers derrière la caméra et sur les plateaux. La plupart du temps, c'était plus le métier d'actrice. Et comme c'était un milieu masculin, les hommes, c'était un peu la chasse gardée des hommes. Ils aimaient bien avoir les femmes comme comédiennes, écrire des histoires selon leur point de vue. Et petit à petit, je crois que les femmes s'en sont rendues compte
et ont décidé de Est-ce que c'est marquer leur facile territoire. pour elles quand elles sont dans ces métiers? Non. Aucun métier où les hommes ont le pouvoir n'est facile à investir pour la femme. Okay, donc, sur ces métiers, les hommes ont plus le pouvoir. Oui, c'est toujours un métier typiquement masculin. Sur un plateau, par exemple, sur la cinquantaine de métiers, vous avez peut-être 75% d'hommes toujours. Hein. Quand on tourne, moi par exemple, je suis réalisatrice, on est peut-être 2 femmes. Il y a la script et il y a 3 ou 4. Il y a les habilleuses, les maquilleuses et quelques actrices. Mais tout le reste, c'est vraiment des métiers d'hommes. Est-ce que ces difficultés qu'elles rencontrent sont liées à leurs conditions féminines? Est-ce que c'est vraiment lié à la condition féminine? Je crois que c'est lié au fait que pendant longtemps, pas seulement en Afrique, mais aussi bien aux États-Unis avec Hollywood, hein, où c'est des grands... c'est là où le cinéma est né et tout ça. Les hommes ont estimé qu'ils devaient, eux, écrire des histoires selon leur point de vue. Donc ça a fait que les femmes ont à un moment donné, elles n'avaient pas le choix en réalité, elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient pas accès à certaines formations. Avec le temps, l'accès est arrivé, comme dans tous les autres métiers. Voilà, comme dans tous les autres métiers, l'accès est arrivé, elles ont eu des opportunités, elles les ont saisies. D'accord, mais déjà, moi, je me demande, qu'est-ce qui a changé avec la touche féminine sur le cinéma béninois, par exemple? Alors, pas seulement le cinéma béninois, dans le monde entier, ce qui a changé, c'est le point de vue. Pendant longtemps, le point de vue était masculin. Les femmes dans les films, c'était soit la femme au foyer, soit la salope à l'extérieur. Excusez-moi d'être grossière, mais c'est vraiment ça. C'était, on les voulait dénuder, on les voulait... correspondant à un certain fantasme. Sois belle et tais-toi, quoi. Voilà. Et ce qui a changé, c'est que quand nous écrivons des histoires maintenant, quand nous les réalisons, nous écrivons nos histoires. Personne ne peut raconter mieux que la femme ce qu'elle ressent dans la réalité. Quand une femme écrit une histoire, quand elle fait un film sur une femme, elle ne le fait pas en imaginant des choses. Elle le fait parce qu'elle l'a peut-être vécu, parce qu'une sœur l'a vécu, parce qu'une maman l'a vécu. Donc, la réalité en est plus poignante. C'est ça qui a changé. Mais en termes de qualité, est-ce qu'on est toujours dans la qualité? Alors, pour la qualité, je veux dire, il n'y a pas de différence. Hein. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, si vous n'êtes pas un bon cinéaste, vous n'êtes pas un bon cinéaste. Donc, en matière de qualité, c'est l'envie de faire des films et c'est aussi la maîtrise de la technique et la maîtrise donc, de tous ces métiers qui font un bon ou un mauvais film. Ça n'a rien à voir avec le genre. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour ces femmes de combiner vie professionnelle et vie personnelle? Non. C'est même très compliqué parce que faire un film, c'est être par moi et par vous, comme on dit. C'est être tout le temps parti. C'est déjà au niveau de l'écriture, c'est aller faire des résidences d'écriture pendant 1 mois quelque part pour écrire, s'isoler. Après, c'est aller voyager, aller sur les plateaux. On n'est jamais là. Et c'est pas un métier de tout repos. Et pour une femme, c'est assez compliqué de concilier ça avec la vie de famille et les enfants. Il faut avoir vraiment un mari ou un compagnon très, très, très compréhensif et qu'il ait confiance en vous parce qu'on évolue dans un milieu typiquement masculin et c'est pas évident. Quand vous avez des collègues cinéastes qui vous tapent dans le dos et qui font une blague et que le mari est à côté, et parfois ça pose problème. Ça ne pas bien du tout. Exact. Ça se comprend. Et vous personnellement, dites-nous un peu comment vous êtes venu au cinéma. Alors c'est très simple, hein. J'aimais écrire et de l'écriture, donc je suis passée à la scénarisation et de la scénarisation à la réalisation ainsi de suite. Vous vous épanouissez bien dans le domaine? J'adore ce métier. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous aurait marqué? Ce qui m'a marqué dans ce métier, c'est peut-être la solidarité féminine qu'il y a. Comme on est dans un milieu typiquement masculin, on se serre les coudes. On se serre les coudes, vraiment, et on lâche rien.
C'est ça qui me marque beaucoup. Mais moi, par contre, la question avec laquelle j'aimerais finir, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps sur ce plateau, c'est déjà de savoir, est-ce que la femme dans le cinéma, à un moment ou un autre, elle est obligée de sacrifier un aspect de sa vie pour sa profession? Oui. Elle est obligée de sacrifier un aspect de sa vie, surtout le temps passé en famille. Ça, on n'a pas le choix. On est obligé de sacrifier parce que le cinéma fait beaucoup voyager. On peut vous demander d'aller tourner un film en Asie et c'est le travail, vous ne pouvez pas dire non. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose problème parfois. Merci Christiane Chabi-Kao. Nous rappelons que vous êtes réalisatrice d'Universal TV. Ce sera tout. Merci Agnès de nous avoir reçus. Nous rejoignons la rédaction de BB24 pour le journal. Nadia Soni est aux commandes ce soir. Quel sens revêt pour vous la célébration de la fête internationale de la femme? C'est une journée qui permet aux femmes de s'asseoir et de réfléchir et de voir comment mener la lutte afin que cette question d'égalité entre hommes et femmes soit une réalité. Toute personne qui se rend... De quoi retourne le phénomène de l'exploitation sexuelle? Qui en sont les auteurs? Et quels sont les facteurs qui favorisent ce phénomène? BB24 s'intéresse à la question à la faveur de la Journée internationale de la femme dans l'entretien dimanche à 22h, lundi à 10h, 16h30 et à 23h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants. Le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Quel sens revêt pour vous la célébration de la fête internationale de la femme? C'est une journée qui permet aux femmes de s'asseoir et de réfléchir et de voir comment mener la lutte afin que cette question d'égalité entre hommes et femmes soit une réalité. Toute personne qui se rend... De quoi retourne le phénomène de l'exploitation sexuelle? Qui en sont les auteurs? Et quels sont les facteurs qui favorisent ce phénomène? BB24 s'intéresse à la question à la faveur de la Journée internationale de la femme dans l'entretien dimanche à 22h, lundi à 10h, 16h30 et à 23h.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, le sommaire. On célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la femme autrement. Les femmes s'arment pour une lutte contre l'usage des sachets plastiques. Plus de 600 femmes se mobilisent pour cette cause. Elle, c'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame des savoir-faire très spécifiques. Le Bénin a brillé par sa participation à l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La délégation est revenue avec le premier prix du film d'école. La communauté internationale célèbre ce vendredi 8 mars 2019 la 24e édition de la Journée internationale de la femme. Au Bénin, la célébration de cette journée est une occasion de travailler à l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe. Un défi à relever selon les autorités béninoises pour réaliser l'égalité du genre et favoriser le foisonnement de constructions intelligentes indispensables pour construire des changements par l'innovation au sein de la société. Un accent particulier est mis sur la nécessité de rechercher des outils plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis en faveur de l'amélioration de l'égalité genre. 8 mars, date de célébration de la Journée internationale de la femme. À Cotonou, l'association Engagement Action Sociale célèbre autrement la femme. Plus de 600 femmes se mobilisent pour sensibiliser contre l'usage des sachets plastiques. Une invite à être respectueux de l'environnement. Les détails avec Patrick Adjakoudjou. On mange même dans le sachet plastique. Or, le sachet plastique est fabriqué avec du pétrole et avec des éléments chimiques. Et donc, en contact avec la nourriture, nos populations s'intoxiquent sans se rendre compte. Plus de sachets plastiques dans notre cadre de vie. Cotonou fait sa toilette dès ce 8 mars. Une vingtaine d'associations de femmes saisissent la journée qui leur est dédiée pour sauver l'environnement. Eco Running Set, un projet qui donne pouvoir à la femme pour lutter contre les sachets plastiques. Si elles comprennent le danger, ce sont elles qui peuvent impulser le changement au sein de leur famille, au sein de leur communauté. Et donc c'est pour ça que nous faisons une édition spéciale femmes. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas les hommes. Évidemment, les femmes ne sont rien sans les hommes. Et donc nous invitons les hommes à venir nous soutenir. Tous contre les sachets plastiques. La priorité pour l'initiatrice est d'amener chaque citoyen à se sentir responsable de son comportement. Nous venons les aider à comprendre que pour leur développement, pour leur santé, ils doivent entretenir leur cadre de vie. Vivre sans sachet, c'est préserver sa santé. 0 sachet sur nos artères, un challenge des femmes. Eco Running 7, édition spéciale femmes, prend des pas du stade Mathieu Kérékou. Le stade nous sert de lieu de rassemblement, mais nous ne nettoyons pas le stade. Nous partons du stade et nous allons faire 5 parcours différents autour du stade. 5 parcours de 6 km. Donc il y en a qui iront jusqu'à l'échangeur de Godomé et qui vont revenir. Il y en a qui vont passer par Fifadji. Il y en a qui vont passer par le carrefour de Toyota. L'objectif, c'est de faire les 6 km. Et donc, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas courir, ils peuvent marcher. Marcher pour débarrasser nos artères des déchets plastiques, mais avec un objectif écologique pour célébrer autrement, le 8 mars. Elle est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Georgina Adjadorou n'y a pas seulement réfléchi, mais elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Allons à la découverte de cette femme en déception avec Mathieu Sokeno et Estelle Pazou. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons. Exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien.
Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures. Ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires. Une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Le Bénin a brillé par sa participation à l'édition 2019 du FESPACO, même si le pays n'était pas en lice pour le meilleur long métrage, il s'en est sorti avec le premier prix du film d'école. Et la délégation béninoise s'est particulièrement impliquée dans les différents travaux. Rapi Goudou est journaliste culturel, il était au FESPACO. Il nous en dit plus au micro de Edwige Agosso et Estelle Pazou. Le Bénin n'était pas en compétition officielle, long métrage, court métrage. Mais le Bénin était présent en catégorie film d'école africaine de cinéma. Et dans cette catégorie, fort heureusement pour nous, le Bénin a remporté le premier prix. Alors, c'est quand même une catégorie qui fait parler donc du cinéma d'un pays et il y avait au moins 16 films d'école qui ont été retenus dans cette catégorie. Donc sur toute l'Afrique, si le Bénin arrive à prendre la tête, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est en train d'être fait au Bénin. Deuxième performance, le Bénin a été représenté par une forte délégation de 60 personnes au moins. Cette représentation du Bénin n'est pas passée inaperçue. Ils ont eu même une soirée pour le Bénin et qui a rendu hommage au père du cinéma africain qui est béninois, Paulin Soumanou Vieira. Et troisième performance, au plan individuel, les Béninois sont dans plusieurs compartiments. Ça veut dire que c'est des signes forts. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, première des choses, encourager ceux qui sont réellement réalisateurs. Nous avons encore allé à l'école du cinéma au Bénin et ceux-là qui se disent acteurs, je les exhorte à plus d'humilité, à redescendre, à aller maintenant dans les écoles, se faire former et revenir en plus de leur talent formés sur le tas. Je crois qu'ils vont donner quelque chose de concret. Le Congo peut s'attendre en 2019 à une belle embellie de son économie grâce aux belles perspectives qui s'annoncent pour le climat des affaires. Selon la directrice de l'Agence pour la promotion des investissements, le gouvernement congolais a consenti d'énormes efforts pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Toutefois, le gouvernement congolais a invité à travailler davantage pour lever les obstacles que sont la multitude de tasses, la durée de l'obtention des papiers pour les potentiels investisseurs
toutes choses qui freinent le développement des affaires. Au Sénégal, 30 agents ont été outillés pour une surveillance performante des oiseaux d'eau. Ils ont bénéficié d'une formation alliant théorie et pratique pour mieux maîtriser les données et renforcer la surveillance pour la sauvegarde des espèces. Reportage. Le dénombrement ou le décompte des espèces permet d'avoir une idée précise de la situation des oiseaux qui sont surveillés. La Casamance, une zone où il y a une diversité d'aires protégées. Et pour une bonne protection, la connaissance des technologies de dernière génération en matière de dénombrement des oiseaux est nécessaire. Comme le monde évolue et il y a la technologie qui est en train de gagner le monde, les conservateurs ont mis en place une application qui est libre, qu'on peut télécharger à travers nos téléphones, les smartphones ou bien les iPhones. Et à partir de là, on peut collecter les données et c'est centralisé avec une plateforme qu'on appelle la plateforme observation.org. Et il y a aussi un lien qui est mis entre cette plateforme observation.org et la plateforme de la base de données internationale des dénombrements des oiseaux. Ce qui fait qu'il y aura cette collecte automatique une fois qu'il y a la connexion Internet. Une application qui est une première ici au Sénégal. Elle va faciliter considérablement le travail des agents sur le terrain. Non seulement ça sera plus facile, mais aussi ça va éviter les pertes de données. Parce qu'avec les papiers, ça peut déchirer, ça peut tomber dans l'eau. Il y a tout un risque qu'on puisse perdre les données. Là, c'est automatique. Même si tu n'as pas la connexion, tu collectes tes données. Dès que tu reviens au bureau, tu as la connexion, tu télécharges et c'est uploadé. Ils sont 30 participants issus de 9 structures différentes. En plus de la formation théorique, ces agents vont descendre sur le terrain. Les agents vont être amenés à utiliser cet outil. Donc, ce serait une mission pratique sur le terrain qui va être déroulée le 20. Et les données qui sont collectées le 20 vont être introduites dans les outils de collecte de données de Wetland International. Et les agents, les participants vont s'exercer vraiment pour bien maîtriser ces nouveaux outils, pour que vraiment que la Casamance ne soit pas en retard par rapport à l'innovation dans le cadre de la conservation. Cette formation au dénombrement des oiseaux d'eau vient renforcer le dispositif déjà déployé pour la sauvegarde des espèces. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Nadège Sani. On vous retrouve semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. En attendant, on vous souhaite de passer une très bonne fête de la femme autour de vous. Le grand rendez-vous se poursuit. Le dernier plateau s'installe. L'expert. Avant de recevoir mon invité sur ce plateau, je vous invite à suivre cette interview réalisée par Machel Betoro. On se retrouve tout juste après. La lutte des femmes, elle est multiforme. Elle n'est pas seulement financière ou matérielle, elle est aussi intellectuelle. Il faut que les femmes puissent exprimer leur potentialité et se mettre en avant pour prendre toute leur place dans nos sociétés. L'autonomisation de la femme ne doit pas se lire dans un schéma d'imposition de la femme à un autre sexe. Non, 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 pas du tout. La femme est une actrice sociale, la femme est une citoyenne. En tant que telle, elle a des droits et des devoirs et il faut qu'elle puisse jouir de ces droits-là de façon pleine et entière. Elle doit avoir de l'audace, elle doit se faire confiance, elle doit pratiquer ce que j'appelle l'autopriorité. Il faut que nous sortions de cette mentalité de sacrifice. Je suis là pour mes enfants, je suis battue mais je suis là pour la famille, pour ne pas déshonorer ma famille. Je suis maltraitée mais je suis là. Non, il faudrait qu'elles pensent à elles et qu'elles sachent qu'elles ont la capacité d'apporter plus à la société. Je ne comprends pas comment cette prise en charge de la femme par elle-même pourrait nous faire aboutir au déséquilibre social. Au niveau de la gouvernance par exemple, qu'il y ait plus de femmes aux tables de décision pour que justement cette situation-là change et que ces droits-là puissent être vécus à part entière.
Merci à vous, Machel Gbetoro, pour cette interview. Ce soir, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Barkatou Sabiboun. Elle est présidente de l'US Benin Women Alumni Association. Excusez la qualité de mon anglais. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, ma première question, c'est déjà de savoir, c'est quoi US Benin Women Alumni Association? Alors, USBWA, comme on l'appelle, est l'association des femmes anciennes boursières de tous les programmes d'échange américains. Il faut noter qu'il y a plusieurs femmes qui ont bénéficié depuis plusieurs générations de différents programmes et qui se retrouvent déjà dans des associations spécifiques de leurs programmes. Et donc, nous avons mis ensemble ces femmes donc de différents programmes. Il y en a qui ont bénéficié des programmes de visiteurs internationaux. Le plus vieux programme, il y en a qui ont bénéficié du programme d'entrepreneuriat féminin et le grand programme YALI qui a fait les plus jeunes alumni qui sont membres de ce programme, de cette association. D'accord, alors une association qui se bat aux côtés des femmes béninoises pour toujours parler de leurs droits, des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Avec vous, on parle des droits de la femme, on parle des nouveaux défis surtout. Souvent le 8 mars, c'est l'occasion pour rappeler les droits de ces femmes-là, des droits qui ont été obtenus au prix de nombreuses luttes, certes, mais qui, pour des femmes encore, ne sont pas inévidentes. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'on peut dire que les droits des femmes sont respectés par tous? Alors, je dirais déjà, est-ce que les droits des femmes sont connus en fait? Parce que les droits, ils sont là, les tests sont là, il y a eu plusieurs conventions, les gens se sont battus, il y a eu d'énormes luttes que des femmes ont menées pour arracher des droits, mais que malheureusement, chez nous, les femmes elles-mêmes ne connaissent pas. Et donc, les droits les plus basiques, les femmes ne les connaissent pas encore aujourd'hui chez nous au Bénin. En tout cas, la plupart des femmes et celles-là qui sont en milieu rural n'ont pas accès forcément à l'information comme vous et moi. C'est sûr qu'il faut déjà connaître ces droits pour les réclamer. Vous l'avez déjà dit, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Comment faire justement pour que la plupart des femmes, pas seulement une élite, vous et moi, on sait à peu près ce qui est contenu dans les droits des femmes, mais tout le monde a le droit d'être informé. Comment s'assurer que la bonne information soit à la portée de tous? Il faut dire qu'il y a plusieurs organisations plus vieilles que USBWA d'ailleurs, et plusieurs PTF qui œuvrent justement à vulgariser ces différents tests, à permettre aux populations en milieu rural d'accéder à l'information, d'être au courant de leurs droits. Le défi est toujours là, il faut le relever. Les populations ne sont pas au courant. Donc nous pensons qu'il faut se rapprocher de ces populations-là et parler leur langage. Et donc, il faut commencer par traduire la plupart de ces tests-là pour les rendre accessibles à cette cible, dans une langue qu'elles comprennent, les adapter lorsqu'on le leur explique à leur contexte, parce que lorsque vous arrivez avec une panoplie de droits de la femme et que vous ne faites pas attention au contexte dans lequel elles sont, elles-mêmes peuvent ne plus vous écouter parce que vous aurez commencé par un point qui blesse ou par un sujet qui fâche. Donc, il faudrait déjà prendre en compte le contexte dans lequel on arrive pour adapter la présentation qu'on a à faire pour que ces populations-là puissent déjà connaître au moins les basiques et savoir qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent les réclamer. D'accord, je crois que les dames du Rifonga seront d'accord avec moi. Elles sont allées au contact de ces femmes-là depuis des années au moins près, comme d'un quart de siècle, qu'on essaie de les sensibiliser. Et pourtant, on a l'impression que c'est les mêmes choses. On reprend chaque 8 mars, les femmes retombent très vite dans leurs anciens travers, sous la domination et la coupole de l'homme, comme on le dit. Osons appeler un chien, un chat. Dites-nous un peu, est-ce que on ne s'est pas trompé de bataille, en quelque sorte? Oui, j'ai fait, je ne sais pas s'il faut l'appeler un coup de gueule ce matin sur ma page Facebook, parce que je me suis réveillée un peu frustrée. Je me suis dit aussi, comme vous venez de le dire, un 8 mars encore, on va parler du droit des femmes. Mais en même temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on recommence les mêmes choses. Depuis des décennies, les gens se battent à vulgariser ces tests, à les faire connaître, à expliquer aux femmes qu'elles ont des droits et qu'elles sont en droit de les réclamer, mais la mayonnaise ne prend pas. Alors, je dis, et si on s'arrêtait? Et si on arrêtait de faire les choses telles qu'on le fait jusqu'à présent ou telles qu'on l'a fait jusqu'à maintenant? Et si on retournait chez nous à la maison? Parce que ces hommes sous la coupole de qui nous nous retrouvons, c'est des femmes qui les ont élevés. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et donc, en demandant de retourner à la maison, c'est de réorienter l'éducation que nous donnons à nos enfants. Lorsque vous avez
les deux sexes d'enfants à la maison, vous avez une fille et vous avez un garçon, pardon. Comment nous les élevons? On se surprend habituellement à donner systématiquement la poupée à la fille. Et donc, on la prépare à la maternité. On la prépare au ménage parce que c'est elle que nous invitons à la cuisine. Pendant que le garçon, il est en train de jouer à sa console de jeu ou il a son ballon de football, pendant ce temps, la petite fille, elle est à la cuisine avec nous, les mères. Et donc, c'est normal que ces garçons, quand ils grandissent, qu'ils s'attendent à ce que sa femme s'occupe du ménage, s'occupe de la maison et ne fasse rien d'autre que le ménage. Pendant ce temps, la fille, puisqu'elle a été aussi élevée à s'occuper de son enfant, elle ne saura pas, et même si elle le sait, elle va se dire, c'est comme ça s'est toujours fait. C'est notre société qui le veut ainsi. C'est notre société qui le veut ainsi. Et donc, c'est là que le réel défi est pour nous aujourd'hui, nous les femmes. Si nous avons envie que les choses changent, nous devons apprendre à faire les choses autrement. Donc, je vais citer ma supérieure hiérarchique qui pense que peut-être que pour la génération que vous et moi nous représentons, plus rien n'est à espérer. Il faut donc travailler à la prochaine génération. Exactement. Pour tout ce qui concerne les droits et pour tout ce dont nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, que ce soit la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, que ce soit l'égalité de chance et toutes les batailles qui sont en train d'être menées aujourd'hui, nous devons nous dire qu'il n'y a rien à espérer, effectivement. Je suis d'accord avec votre chef. Il n'y a rien à espérer pour notre génération. Ça ne risque pas de s'améliorer, en fait, de façon extraordinaire. Mais nous avons la possibilité, nous, notre génération, de changer les choses pour la génération qui arrive. D'accord. Positivons tout de même un peu. Est-ce qu'on peut dire qu'après près de 30 ans de célébration de la fête de la femme, on a évolué? Alors, il y a eu des progrès, et ça, il faut le souligner. Il y a eu des progrès parce que si, au départ, la lutte a commencé par réclamer le droit de vote, nous pensons que c'est naturel pour nous de voter, mais un jour, les gens ont dû payer le prix pour que les femmes aient le droit de voter. Un jour, les gens ont eu à payer le prix pour que les femmes aient le droit d'aller travailler au même titre que les hommes. Donc, il y a eu des avancées. Pour nous, aujourd'hui, c'est un acquis. On n'arrive même pas à imaginer comment c'était avant. Voilà, on ne vote pas, un monde dans lequel la femme ne travaille pas. On a du mal à l'imaginer. Vous imaginez, les générations après nous, elles ne pourront même pas imaginer cela. Donc, il y a eu des avancées. Et même chez nous au Bénin, il y a eu des avancées. Vous rencontrez des hommes qui raisonnent d'une façon un tout petit peu différent de la façon dont leurs géniteurs réagissaient, qui comprennent que oui, la femme peut apporter au ménage pour améliorer les conditions de vie du ménage. Il y a des hommes, de plus en plus d'hommes qui comprennent et qui acceptent que les femmes entreprennent, fassent quelque chose pour gagner de l'argent, parce qu'ils comprennent que quand elles gagnent, elles réinvestissent dans le foyer. Et ça, c'est un point très important. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que quand la femme, elle gagne, elle réinvestit environ 90% de ce qu'elle gagne dans son ménage, dans sa famille. Et donc, beaucoup d'hommes arrivent à comprendre cela aujourd'hui. Donc, ce sont des avancées. Beaucoup d'hommes arrivent à permettre à leurs femmes d'aller à des réunions politiques. Vous savez, c'est très compliqué pour une femme. À des rencontres nocturnes. Voilà, parce que les rencontres politiques, elles sont nocturnes. Oui. Mais de plus en plus d'hommes acceptent et parfois accompagnent leurs femmes à ce genre de réunion. Pourtant, ils se sentent pas concernés. C'est peut-être à ce niveau qu'on a un peu évolué parce que pendant longtemps, les femmes avaient l'impression que pour pouvoir se défendre, elles étaient obligées d'y aller en rang serré, mais seules. Est-ce qu'aujourd'hui, l'implication de l'homme dans cette lutte-là n'a pas fait évoluer quand même le débat? Oui, oui, parce que quelqu'un a dit, nous allons y arriver, mais pas sans vous. C'est avec les hommes que nous allons arriver à autonomiser définitivement la femme. Si on le fait sans les hommes, ils vont se braquer. Et s'ils ne nous accompagnent pas, nous n'allons pas y arriver. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont déjà occupé un espace et nous sommes obligés d'y aller avec eux. Et de demander notre petite pension? Pas vraiment de demander, mais en fait, d'arriver à nous imposer et là qu'ils puissent reconnaître, ah oui, elle a aussi le droit d'être là. Et donc, nous avons besoin d'y aller avec ces hommes-là pour pouvoir atteindre. Et USBIWA, par exemple, quand nous formons les gens, nous veillons à ce qu'il y ait aussi les jeunes garçons, quand la formation concerne les filles. Parce que ça ne sert à rien de parler des questions du genre à une jeune fille si le jeune garçon qui est dans sa classe n'a pas l'information. Parce qu'il va la brimer et elle ne saura pas se défendre. Mais si le jeune homme comprend que sa camarade de classe a les mêmes droits que lui,
il sait désormais se comporter vis-à-vis d'elle et il sait se comporter dans la société. Alors, j'aime bien le fait que vous parlez même droit que lui, parce que c'est aussi ça, les droits des femmes. On a l'impression parfois que pour beaucoup, c'est des droits qui ont été élaborés juste pour la femme, mais la plupart des droits que réclame la femme, c'est des droits que l'homme a déjà de fait. Tout à fait, tout à fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les hommes avaient occupé tout l'espace qu'aujourd'hui, on donne l'impression qu'on est en train de prendre quelque chose qui leur appartient. Mais en fait, ça nous appartient à nous tous. Ce sont des droits, en fait, légaux, ce sont des droits égaux. Donc, nous réclamons les mêmes choses auxquelles eux, ils ont droit. Nous réclamons les mêmes opportunités, nous réclamons les mêmes chances, nous réclamons d'avoir, en fait, les mêmes choix qu'eux. On a envie de faire les mêmes métiers qu'eux, on a envie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, sans qu'on ne nous dise forcément tu es une fille, tu es une femme, contente-toi de ce que tu as déjà. Exactement. Merci à vous, Barkatou Sabiboun. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Votre avis et votre opinion compte. On était heureux d'avoir servi de cadre pour vous entendre. Alors, le dernier plateau du Grand Rendez-vous s'achève donc ainsi. Le rappel de la météo à présent. Voilà, le Grand Rendez-vous s'achemine vers ces dernières secondes. En tout cas, le Grand Rendez-vous de ce soir, vous aurez encore d'autres numéros à partir de la semaine prochaine. C'est l'occasion pour moi de revenir et de souhaiter encore une bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde. Et la citation de ce soir va justement à l'endroit des femmes. Et ça, c'est une femme qui l'a dite, c'est Hillary Clinton. Elle dit ceci: les droits humains sont les droits des femmes et les droits des femmes sont des droits humains. Les droits humains sont les droits des femmes et les droits des femmes sont des droits humains. Bonne fête des femmes à nous et à la prochaine.